Il est où ton chapeau? Ah, je l'ai laissé dans la voiture avec la fusillade là. Mais qu'est-ce que tu fais avec un chapeau argentin? Ben, je me suis trompé avant d'arriver au Mexique, je suis allé en Argentine. Ben. Bon, et toi, qu'est-ce que tu joues au Mexique? Ah bah le Mexique, hein, terre riche en civilisation, hein, donc c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc le Mexique, qui n'a pas entendu parler des Aztèques, des Mayas et compagnie, et c'est ce qu'on va voir en détail. Les Mayas? Ah, J'adore les Mayas. Pour cette première émission, on va se pencher sur les origines, les premières civilisations de Mésoamérique. Et dans cette région, on ne parle pas d'Antiquité ou de Moyen-Âge. Donc voyons du coup comment se nomment les périodes historiques de la Mésoamérique. Ce qui vous aidera à vous repérer sur la prise chronologique dispo en description. Bah Nathan, il est plus là? Ah non, faut bien qu'on se sépare de temps en temps, faut enquêter chacun de notre côté quand même. Dans la chronologie des civilisations mésoaméricaines, il existe donc un découpage en diverses périodes. Le Paléo-Indien est l'époque la plus ancienne, celle de l'arrivée de l'homme dans les Amériques. Les datations se font par des découvertes de sites archéologiques à travers toute l'Amérique et qui poussent les datations des premières arrivées humaines quelque part entre moins 14 000 à moins 40 000 ans. Et une étude génétique de la population source d'origine nord-asiatique qui donne une ancienneté d'environ moins 24 000 ans. La frontière de départ de la période est donc encore évidemment un peu floue, mais la période s'achève en tout cas en moins 8000 pour passer à l'époque archaïque, qui se déroule de moins 8000 à moins 2500. Elle représente dans la région mésoaméricaine l'installation des peuplades de chasseurs-cueilleurs. Elle se conclut par la mise en place de l'agriculture sédentaire. C'est durant cette période qu'émerge le foyer de néolithisation nord-américain principal, au niveau du centre-Mexique, vers moins 7000, de par la sélection progressive des plantes à des fins d'agriculture par la suite. Commence alors le préclassique, de moins 2500 à 200 après Jésus-Christ, qui voit les populations humaines sortir doucement du néolithique et le développement de la civilisation olmèque, qui est le socle culturel de toutes les civilisations à venir de l'isthme. Le préclassique est aussi subdivisé en 3 sous-périodes, le préclassique ancien, puis moyen et récent, qui correspondent grossièrement à l'apparition puis le développement et la chute de la civilisation olmèque. Vient ensuite la période classique, de 200 à 900, qui voit le développement des grandes cités-États, un grand développement culturel des différentes sociétés et une sorte d'âge d'or des cités mayas, mais aussi de Teotihuacan. Subdivisé aussi en classique ancien et récent, ce dernier se termine par une chute de la civilisation maya qui, si elle ne disparaît pas complètement, est très fortement impactée avec l'abandon de nombreuses grandes cités. Enfin, la période post-classique, de 900 à 1519, période qui voit une réécriture politique et culturelle de la région avec de nombreuses migrations de peuples venus du nord du Mexique, ainsi que le développement des Aztèques. La période est aussi subdivisée en post-classique ancien, qui voit ce renouveau s'installer, et le post-classique récent, nouvel âge d'or avec une renaissance des États mayas et la construction de Tenochtitlan, capitale des Aztèques. Cette période florissante sera brutalement interrompue par les conquistadors. Ceci étant fait, commençons par la première civilisation qui aura une importance capitale dans l'histoire de la Mésoamérique, les Olmèques. À partir du préclassique ancien, vers moins 2500, les petits groupes de chasseurs nomades introduisent de plus en plus dans leur alimentation des plantes qui commencent à être cultivées. Ils convergent alors vers des villages saisonniers qui petit à petit menèrent à des installations toujours plus grandes et définitives. C'est l'entrée des peuples locaux dans le néolithique, avec la sédentarisation, l'agriculture et la céramique, puis l'évolution progressive culturelle et artistique de ces peuples.
vers moins 1200, quasiment en plein milieu de la Mésoamérique, c'est la naissance de la culture Olmec, véritable berceau culturel de ce que seront les futures civilisations mésoaméricaines. S'il y a une cité Olmec que l'on peut mentionner, c'est bien San Lorenzo, construite au sommet d'une colline arasée à partir de moins 1150. Elle s'étendait sur 7 km² et est considérée comme un des premiers grands centres monumentaux de Mésoamérique. La seigneurie de San Lorenzo dirigeait un grand territoire ainsi que des centres monumentaux plus modestes. On importait depuis de longues distances du fer, de l'ambre et du cacao. Mais en cette période, San Lorenzo n'était probablement pas la seule seigneurie Olmec. D'autres cités devaient aussi fonctionner selon un système semblable, tel La Venta, Laguna de los Cerros et Tres Zapotes. S'il y a des vestiges impressionnants chez les Olmecs, c'est bien les sculptures géantes, que ce soit les têtes colossales ou les grands trônes de souverains. Taillés dans le basalte, pesant plusieurs dizaines de tonnes et transportés depuis leur carrière. Certains trônes sont retaillés ensuite en tête colossale, sorte de portrait du souverain sûrement réalisé à la mort de celui-ci. Les structures pyramidales, répliques de la montagne de la vie, émergent déjà dès les Olmecs, comme en témoigne la pyramide principale du site monumental de La Venta, haute de 30 mètres. La construction d'alors était néanmoins majoritairement en terre battue. Ces centres monumentaux sont les centres religieux et rituels des villes, mais aussi centres de pouvoir avec des palais à proximité ou avec des résidences des plus riches également, qui sont pas très loin. Cette organisation des cités centrées autour de ces grands centres perdurera à travers toute l'histoire de la Mésoamérique. Ok, et ils mangeaient quoi à l'époque au fait? Depuis l'apparition du néolithique au centre Mexique, le maïs est au centre de l'alimentation, mais la liste des plantes cultivées par les Mésoaméricains est très longue. Largement exportés depuis, les produits d'origine mésoaméricains font aujourd'hui partie de plus de 60% des apports nutritifs à travers le monde. On pourra citer le cacao, les tomates, les poivrons, les courges, les haricots, la calebasse, l'amarante, la vanille, l'arachide et les piments. La pomme de terre, elle, est originaire des Andes et concerne donc plus les Incas. Dans les repas, on pouvait aussi trouver du miel, de l'épazote ou des figuiers de Barbarie. Niveau élevage, aucun animal d'élevage ou de trait n'existait en Mésoamérique à l'époque. Pas de cheval, de vache ou de mouton donc. Quant au chien, il accompagnait l'homme déjà depuis l'origine de son arrivée en Amérique. D'un point de vue alimentaire, seul le dindon, la femelle est la dinde donc je rappelle, originaire de ces régions, fut finalement domestiquée. C'est l'heure de notre jeu concours. En algún lugar del programa está el comandante Cody e incluso puedes tocar en nuestro próximo show, por lo cual son 3 códigos en total para encontrar. Voilà qu'il parle espagnol maintenant. Envía tu respuesta al lomo de pavo y gana una miniatura del templo de Chichén Itzá, esculpida por Cody, borracho de tequila. Ouais, un gros tas de bouse quoi. Si no estás contento, no juegues. Et puis cet accent, oh là là. Hey, y he fait ce que je peux. Les Olmecs étant en quelque sorte les précurseurs, leur culture et art va se répandre très vite auprès des autres cultures naissantes qui se déploient autour d'eux. Donc voici du coup une petite liste des principales cultures qui vont se développer en parallèle des Olmecs qui eux vont continuer à se développer de leur côté. Sur la côte nord-est se trouve un peuple qui d'un point de vue linguistique démontrerait qu'il serait à l'origine des Mayas. La scission aurait eu lieu vers moins 2000, la migration des proto-Mayas les amenant vers l'est et leur future terre, alors que ceux demeurés sur place deviendront les Huaxtèques à partir de moins 900. Un peu plus au sud des Huaxtèques se trouvent les Totonacs, dont la capitale est El Tajin. Un peu plus au sud de l'ère Olmec se développe la culture zapotèque, un peuple qui allait perdurer durant toute l'histoire mésoaméricaine et dont les descendants sont toujours présents au Mexique. Centrés sur la vallée d'Oaxaca, leur capitale et site qui offre les vestiges les plus impressionnants est Monte Alban. Le site monumental a demandé un formidable travail de nivelage du sommet de la colline. Fondée vers moins 500, cette cité sera la plus vaste de la région jusqu'aux environs de l'an 700. À l'ouest des Zapotèques sont établis les Mixtèques. De même que les Zapotèques, c'est un autre peuple local dont les descendants existent toujours et dont la capitale était Telantongo.
Et les pastèques, métèques et discothèques. C'est bien beau, mais où sont les Aztèques alors? C'est plus tard, bien plus tard, on ne doit pas les voir aujourd'hui. En revanche, il n'est pas possible de parler des peuples de Mésoamérique sans parler de Teotihuacan. Hein? Dans Jerrycan? Teotihuacan. Cela fait partie des sites les plus impressionnants de nos jours à visiter, situé à environ 25 km au nord-est de Mexico. Oui, il y a des pyramides et tout, mais ce n'est ni aztèque ni maya. Teotihuacan est juste Teotihuacan, l'une des plus vastes et influentes cités de son époque en Mésoamérique, s'étendant sur plus de 22 km². Si ce coin de la vallée est occupé dès -400, c'est vers le 1er siècle avant notre ère que les populations commencèrent à converger vers la ville naissante. Les deux grandes célèbres pyramides, quant à elles, sont datées entre le 1er et le 2e siècle de notre ère. Teotihuacan n'est pas le nom originel de la ville, mais le nom donné par les Aztèques à ces majestueuses ruines et signifiant « cité des dieux ». La vallée arable et riche en ressources commerciales permet une formidable croissance de la cité. À son apogée vers l'an 550, durant la période classique, les estimations donnent à Teotihuacan une population entre 125 000 à 200 000 personnes, ce qui en faisait alors la 6e ville au monde. Son influence rayonna sur une très large distance jusqu'au domaine maya et servit de plaque tournante au commerce de Mésoamérique, concentrant des biens venus de toutes les régions, comme le jade, l'onyx, l'obsidienne, le mica, le copal, des plumes d'oiseaux, ou exporter ces objets façonnés en obsidienne grâce à un gisement à proximité de la ville. Son influence culturelle aussi se retrouve dans des régions très éloignées, par des formes architecturales ou artistiques inspirées de la culture Teotihuacan, comme on en trouve à Caminaljuyu. Les marchands mésoaméricains étaient organisés en grandes corporations de marchands guerriers. À l'instar des compagnies des Indes européennes, ces corporations de marchands avaient non seulement le droit de vendre et d'acheter des produits, mais aussi de conquérir cités et provinces. C'est ainsi que les grandes métropoles mésoaméricaines comme Teotihuacan ou Tula exerçaient une influence très profonde sur des territoires parfois très éloignés de plusieurs centaines de kilomètres. Chez les Aztèques, les marchands servaient aussi à collecter les tribus qui remontaient des régions conquises aux capitales et pouvaient établir des relations diplomatiques ou faire de l'espionnage pour l'empereur à propos des contrées à conquérir. Les importations courantes entrant en Mésoamérique étaient la turquoise depuis le sud-ouest actuel des États-Unis, le tissu, l'or, le bronze du Panama, Équateur et Pérou, et à l'inverse étaient exportés entre autres des coquillages. Au sein même des territoires circulaient du cacao, du caoutchouc, de l'obsidienne, des céramiques de qualité, du sel, des denrées alimentaires ou des plumes de quetzal. A contrario de la politique dynastique des Mayas, Teotihuacan fonctionnait avec un gouvernement collectif, formé par les différents représentants des communautés implantées dans la métropole, qui étaient cosmopolites et multilingues. Ce type de gouvernement, alors unique en Mésoamérique, inspira les gouvernements suivants dans la région à la chute de la cité. Fort efficace, le système fonctionna pendant plus de 6 siècles, faisant de Teotihuacan sûrement un des États les plus riches et puissants de toute l'histoire de la Mésoamérique. Maintenir des liens avec Teotihuacan était pour une cité un signe de prestige. Comme beaucoup d'autres cités, même des capitales de peuples, Monte Alban des Zapotèques était sous domination directe de la politique de Teotihuacan. Il en était de même pour la grande Tikal chez les Mayas, pourtant située à plus de 1000 km de là. Son immense influence n'était donc pas que culturelle, mais politique également. Malheureusement, Teotihuacan vit son centre monumental détruit en étant incendié à une date encore discutée, située entre 550 et 650. Même si toujours habitée pour encore environ 2 siècles, la cité perdit néanmoins tout son rôle dominant dans le Mexique central. La chute de Teotihuacan entraînant dans sa suite d'autres déclins de centres importants comme Cholula et surtout la capitale zapotèque Monte Alban qui sera également abandonnée. D'autres cités profiteront de la place vacante pour acquérir davantage de pouvoir, comme la capitale El Tajin des Totonacs, qui deviendra une cité prospère majeure de sa région entre 600 et 1200. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Quoi déjà? Mais on n'a même pas vu ni les Aztèques ni les Mayas au final. J'ai pas dit que ce sera aujourd'hui, regarde le titre de la vidéo. Ce sera donc la prochaine fois que l'on se penchera davantage sur la période classique, ainsi que l'apogée maya.
mais également on parlera de la culture de Mésoamérique. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao. Je vous écoute. Seigneur, vous savez le type qu'on devait capturer là navré, mais c'est enfoui. Lo siento, Seigneur, c'est qu'il avait un complice, on n'a rien pu faire. Vous dites qu'il s'est enfui? Ça ne se reproduira plus. Vous n'êtes vraiment que des incapables. Oh, mais ça c'est certain. Ça n'arrivera plus. Seigneur, disculpa, pitié, Seigneur. Disculpa, pitié. Ce n'est qu'un contretemps, mais... oups. Ce n'est qu'un contretemps, mais... Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Aïe, putain, mais pas si près.